Please welcome to the stage. Merci d'accueillir le modérateur Jorge Cancio, co-directeur des relations internationales auprès de l'Ofcom Suisse. Hello everybody. Bonjour à tous. Je vous prie de prendre place parce que nous allons commencer. C'est la deuxième partie de cette session, la voie à emprunter pour le SMSI plus 20. Nous allons avoir un panel qui va nous permettre de discuter et qui va permettre d'être un suivi aussi pour la discussion avec les co-facilitateurs et le secrétaire général adjoint. Nous avons Madame Karianne Tung, ministre de la numérisation et de la gouvernance publique de Norvège. Et puis nous avons également avec nous Madame la baronne Maggie Jones, secrétaire adjoint parlementaire pour la sécurité numérique et du ministère pour la législation du Royaume-Uni. Curtis Lindquist, le PDG d'ICANN. Jimson Olufoye, consultant principal chez Contemporary Consulting du Nigeria. Et pour terminer, Fabrizia Benini, qui est chargée de l'unité Next Generation Internet à la Commission européenne. Je vous propose de les accueillir chaleureusement. So, hello, thank you for coming. Merci d'être là. Interesting discussion with the... Nous avons une excellente discussion ce matin avec les co-facilitateurs du Kenya et de l'Albanie sur la voie empruntée pour le SMSI plus 20 et avec le secrétaire général adjoint également. Alors maintenant, nous allons peut-être nous pencher encore plus dans le détail sur certaines des questions que nous discutons et dont nous avons discuté toute la semaine. Peut-être que vous pourriez nous faire part de vos impressions, les discussions formelles et puis les discussions informelles à l'extérieur de la salle avec toutes les personnes qui donc sont représentées ici. Alors nous avons une série de questions prévues et je vais essayer de suivre l'ordre sur lequel nous étions mis d'accord. D'abord, quels sont les jalons, selon vous, les plus importants pour le cadre SMSI? Ça, c'est un acronyme qu'on va beaucoup utiliser. Quels sont les jalons franchis, donc, ces 2 dernières décennies? Et je vous propose de commencer par vous, Madame la ministre Tung. Merci, Monsieur le modérateur, et merci de nous permettre d'aborder ce sujet. Pour nous, le SMSI a apporté des contributions énormes aux populations du monde, ce pendant les 20 dernières années. Pour l'accès à Internet, cela a été important. Cela a contribué à l'amélioration des compétences numériques, mais on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Nous n'avons pas terminé. Il faut que nous comblions cet écart numérique. Il y a encore de nombreux citoyens qui n'ont pas accès à Internet et je suis convaincue que le cadre du SMSI a contribué à mettre en place une confiance entre différentes parties prenantes qui, sinon, n'auraient pas ce forum leur permettant de discuter, de se rencontrer. Donc le cadre du SMSI a vraiment contribué à ces discussions. L'organisation du SMSI, basée sur un modèle multipartite, a permis de renforcer la légitimité du processus de ces 20 dernières années. Parce qu'en fait, les personnes affectées par les discussions qui se produisent à l'IGF, eh bien, ces personnes font partie intégrante des discussions. Ce qui est important pour les années à venir, c'est qu'on obtienne des résultats
et que ces résultats soient accessibles et plus utiles pour les décideurs, etc. Voilà, mais je suis convaincue que le SMSI et l'IGF, eh bien, c'est un, bon, appelons-le un prototype utile pour la mise en œuvre de ce modèle multipartite avec le cadre des Nations Unies, bien entendu. Voilà, donc ça a vraiment été important et je suis très fière d'en faire partie. Merci, Madame la Ministre Tung. Prototype, bien oui, c'est une très bonne description. Ça a été un pilote, c'est un projet pilote qui a été testé. Alors maintenant, on pourrait peut-être le rendre un peu plus permanent. Oui, c'est ça. C'est peut-être un des projets pilotes qui a duré le plus longtemps. Madame la Baronne, je vous en prie. Alors, nous avons énormément de choses dont nous pourrons être fiers et puis des étapes pragmatiques aussi qui ont été franchies. Nous avons les points d'action, nous avons le forum SMSI, il y a eu des avancées sur le développement durable, on a la base de données pour la prise de pouls du SMSI aussi. Là, nous avons vu des exemples concrets, des étapes déjà franchies, d'énormes projets SMSI. Le processus, comme cela a été dit, eh bien, il est vraiment important. C'est un cadre permettant l'action multipartite dans toute une série de domaines et particulièrement le travail qu'on fait pour connecter ceux qui ne le sont pas encore. Plus de 70% des gens avaient... Nous avons près de 70% des gens qui sont connectés à Internet maintenant. C'est une augmentation depuis 2005. Ce qui est notable, c'est que ces dernières années, nous avons pu nous adapter à de nouvelles évolutions. On a des points d'action et qui sont neutres d'un point de vue technologique. Ça nous donne une bonne base pour aller de l'avant. Donc, à nos yeux, nos priorités, eh bien, le renforcement des capacités, la diversité culturelle et créer un cadre d'une certaine permanence pour permettre à ceux qui ne peuvent pas jouer leur rôle à l'heure actuelle de le jouer à l'avenir. Il faut traiter de ces nouvelles priorités et il faut que nous nous assurions que le SMSI pourra faire face aux nouveaux défis. Je dirais que nous sommes vraiment dans une très bonne position pour le faire. Le paysage est de plus en plus complexe, c'est vrai, mais le fait que nous ayons une implication si diversifiée, eh bien, ça nous donne une bonne possibilité d'aller de l'avant. La fédération DNSS de recherche à Oxford a vu l'impact de l'IGF pour, par exemple, la croissance des IXP en Afrique, la prochaine génération des leaders du Sud global, les aspects nocifs en ligne qui doivent être traités. Donc beaucoup de choses qui ont été faites et nous voulons un mandat plus permanent pour l'IGF. Je pense que cela nous permettra, avec ces éléments, d'y parvenir, nous l'espérons, ces prochains mois. Merci beaucoup, Madame, pour cet aspect parlementaire. Nous passons maintenant à Curtis Lindquist. Je vous en prie. Les conversations de cette semaine ont été menées avec des sessions sur l'accès multilingue, sur la résilience. Il y a d'autres sujets qui ont été abordés et ça souligne une chose. Le cadre SMSI reste vraiment la base de la coopération numérique dans le monde. Ce cadre a créé une vision partagée sur l'évolution à donner. Cette vision, c'est ce qui a donné lieu à l'IGF, à renforcer le modèle multipartite. Et nous, à l'ICANN, nous appliquons cela depuis nos débuts, donc avant l'IGF. Pour nous, on voit que les IGF nationaux et régionaux se font l'écho de cette base. Il y a des conversations de gouvernance qui peuvent être liées entre elles. Et ce modèle, ces 20 dernières années, a permis une création de valeur, une croissance économique. Ça part de la base, il y a beaucoup d'innovation et puis cela a stimulé les discussions. À l'IGF, il y a plus de 5 milliards de personnes maintenant qui sont en ligne et la plupart ces 20 dernières années.
Et ça s'est fait grâce à la coordination technique, à l'engagement mondial qu'on a pu constater. Et à l'ICANN, on le constate tous les jours. Les services que nous fournissons doivent fonctionner pour que nous ayons vraiment une grande confiance au niveau mondial dans l'Internet. Nous devons avoir un dialogue ouvert, une coordination opérationnelle, un engagement à cet Internet comme un bien public. Merci beaucoup, Curtis, et merci de nous le rappeler. Tout le monde vérifie ses messages sur WhatsApp ou Signal, va sur ses emails, et c'est la structure qui sous-tend tout cela qui fonctionne, et il faut une confiance et une coopération volontaire pour y parvenir. Jimson, je vous en prie. Jimson Olufuye, et je suis consultant principal auprès de Contemporary Consulting à Abuja, au Nigeria. Ça, c'est mon travail de jour, je dirais. Et puis, en tant que bénévole, eh bien, je fournis les points de vue du secteur privé à travers l'Alliance TIC, qui recouvre 6 pays d'Afrique au départ et qui s'est étendue. L'idée, c'est de parler de la connectivité TIC et de la fracture numérique. Comme nous le savons, l'objectif du SMSI, c'est d'avoir un monde numérique inclusif basé sur l'humain et une société de l'information où personne n'est laissé de côté et qui serait productive. Nous avons constaté cela et Aficta a été formé. C'est presque donc un résultat direct du SMSI. La vision, c'est que la promesse de l'ère numérique soit remplie pour tout le monde en Afrique. Donc, le SMSI, c'est vraiment une base pour l'engagement multipartite. Nos voix peuvent être entendues, celles du secteur public et du secteur privé, dans les pays en développement et en Afrique particulièrement. Donc, on a des idées, évidemment, comme quoi tout le monde doit pouvoir faire entendre sa voix et on peut avoir un dialogue constructif pour que nos sociétés puissent avancer, pour arriver à une société de l'information qui correspondrait aux attentes collectives. Autre résultat, le forum SMSI. C'est une opportunité importante de revoir les points d'action. Ces points d'action, ils sont pertinents même aujourd'hui et encore plus demain. Par ces points d'action, nous pourrons mener d'autres discussions au niveau africain. L'UNECA mène la danse, si vous voulez, mais on doit peut-être discuter aussi au niveau national, tout comme on a l'IGF au niveau national. Il y a l'IGF qui est discuté et dans plusieurs pays, il y a des IGF nationaux. Et autre point que l'on voit ressortir du SMSI, eh bien, il y a plusieurs organes des Nations Unies qui échangent des bonnes pratiques, qui revoient les choses, qui forment la politique pour les technologies à l'avenir. L'ambassadeur Lokale a mentionné un point important, la coopération renforcée. Ce n'a peut-être pas été mentionné suffisamment par ailleurs. Tous dans la communauté globale, eh bien, nous sommes responsables de cela. Et M. Curtis l'a dit aussi, il faut avoir un Internet digne de confiance. Et ça, c'est vraiment un résultat concret du SMSI. Et puis, le mois dernier, j'étais au CSTD. Et j'étais ravie de voir la coopération dans la pratique. Les gouvernements font leur travail et en présence de la société civile, des différentes parties prenantes, du secteur privé, eh bien, on peut voir comment les voix sont entendues et des discussions libres. J'ai vu qu'on pouvait aussi voter sur des questions. Et ça, c'est vraiment la coopération renforcée à l'œuvre. Et là, nous avons donc un fondement très large pour cette société de l'information. Merci Jimson et merci d'avoir souligné comment le SMSI
a amené cette idée de dialogue et de collectivité au niveau local et régional. Pour terminer sur cette question, nous avons Fabrizia Benini qui va s'exprimer. Bonjour, bonjour à tous. La Commission européenne et les États membres trouvent le processus SMSI particulièrement important. Afin de contribuer aux négociations, nous avons adopté une position commune soutenue par le Conseil. Et lorsque nous l'avons préparé, nous avons regardé les contributions du SMSI jusqu'à maintenant. C'est le sujet de votre question. Et nous sommes certains que cela a donné une possibilité de mener une conversation au niveau mondial parmi tous. Et cela a permis de voir les défis, les opportunités de la numérisation. Et ça se fait en format multipartite. On implique le secteur privé, le monde universitaire, la société civile, la communauté tech. Et comme ce sont des voix différentes, eh bien, c'est une discussion difficile parfois. Mais c'est vraiment important de maintenir ces discussions. Évidemment, on peut améliorer les choses, et nous l'espérons, pour qu'il y ait plus d'inclusivité et qu'il y ait un engagement des jeunes. Ça, c'est très important. On le leur doit d'ailleurs, parce qu'on discute ici de ce qui aura un impact sur leur avenir. Mais ces discussions ont aussi donné lieu à des résultats. On a vu des contributions à la réduction de la fracture numérique. Alors, cette fracture existe encore, mais la connectivité est meilleure, les compétences sont meilleures. Il y a une meilleure appropriation de ces technologies. À l'avenir, nous devons nous assurer que les nouvelles technologies poursuivront leur potentiel de discussion. Le pouvoir de ces nouvelles technologies, il faut le reconnaître. Avec le ministre, j'ai pu être en discussion sur l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants et toutes ces questions méritent notre attention et méritent surtout de l'action. Un point important, c'est l'IGF. Nous sommes ici. Nous avons un forum pour nos discussions. Et ce forum, il doit être efficace, il doit être rendu permanent. Ces discussions doivent pouvoir se poursuivre. On doit avoir les droits humains au centre, l'humain tout court au centre, pour s'assurer que la numérisation sera positive pour tous. Merci beaucoup, Fabrizia. Et ça, c'est un lien naturel avec notre deuxième question, puisque vous avez déjà traité des défis. Et parfois, c'est une conversation qui est difficile. Quelles sont les tendances numériques émergentes qui présentent le plus d'opportunités, mais aussi les plus gros défis dans la mise à jour du cadre SMSI pour la prochaine décennie ou les prochaines décennies? Et nous commençons avec vous, Madame la Baronne. Bien, le paysage numérique est de plus en plus complexe et il est de plus en plus difficile pour les décideurs et pour d'autres parties prenantes de s'y retrouver dans ce nouveau monde. C'est pour cela que le SMSI joue et jouera un rôle important à l'avenir. C'est un cadre commun qui permettra certaines des discussions que nous menons déjà à l'avenir également. Nous devons éviter les doublons et nous devons réellement nous assurer que les parties prenantes du monde entier feront partie de ces discussions à l'avenir. Pour le Royaume-Uni, l'examen SMSI plus 20 doit vraiment être tourné vers l'avenir, reconnaître les défis de l'avenir. Il faut connecter ceux qui ne le sont pas encore. Ça doit être une opportunité pour lever de nouveaux investissements. Cela pourra permettre aux pays en développement de bénéficier des opportunités qui existent. Il faut regarder donc les prix d'accès, il faut voir les solutions novatrices, les réseaux de communautés et encourager des contenus dans les langues locales. La fracture en termes de genre reste un énorme défi. Il y a 244 millions d'hommes en plus qui utilisent Internet par rapport aux femmes.
Et nous voulons donc un rôle renforcé pour l'ONU Femmes pour traiter de ces questions à l'avenir. Nous voulons un rôle plus formel également pour d'autres organes de l'ONU lorsqu'il s'agit de traiter de droits humains. Le commissariat doit voir son rôle renforcé. Et puis le travail de l'UNESCO dans la protection des journalistes, par exemple, doit être renforcé et traiter des effets néfastes des fermetures sur Internet. La coalition Liberté sur Internet joue un rôle très important. Et pour ce qui est des fermetures d'Internet pendant les conflits, cette initiative lancée aujourd'hui pourra en traiter. Il faut également voir quels sont les impacts environnementaux de ces technologies. Toutes les émissions de gaz à effet de serre doivent être traitées, celles qui sont liées à nos technologies. Il faut renforcer les partenariats par le SMSI et si nous le faisons, nous aurons une plateforme robuste pour traiter de ces défis. Et nous devons naturellement nous assurer que tout le monde pourra en bénéficier. Mais il ne faut pas que nous oublions que le travail continue. Nous devons voir quels sont les nouveaux défis, comment le SMSI pourra jouer un rôle encore plus important et nous devons nous assurer que tout le monde profitera du potentiel promis pour l'avenir. Bien. Vous avez mentionné les réseaux de communautés. Eh bien, c'est important de souligner le travail important qui a été fait dans cette communauté, dans le forum des meilleures pratiques sur la connectivité. Et évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire. Madame la ministre Tong, je vous en prie. Merci et merci à vous pour ces premiers commentaires, Madame la baronne. Alors, à l'IGF, la gouvernance de l'Internet est la clé, mais nous avons vu aussi qu'il y a plusieurs choses qui se sont fait jour. Nous avons vu la protection des enfants, les câbles sous-marins. Il est très important que nous continuions d'avoir cette perspective très large, même si évidemment la gouvernance de l'Internet doit être au cœur du processus de l'IGF et du SMSI. Et je voulais souligner une chose sur les points d'action. Ils sont neutres en termes de technologie, ils sont très larges parce que nous ne savons pas quelles sont les technologies qui pourront être développées à l'avenir. On discute beaucoup de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, mais tout ce qui est quantique également, ça nous parviendra à l'avenir. Donc c'est important d'avoir ces points d'action qui nous permettront d'intégrer ces nouvelles discussions. Mais dans certains domaines, on pourrait intégrer plusieurs choses. D'abord, et je l'ai déjà mentionné, l'intelligence artificielle, ça aura des impacts très larges sur nos sociétés. C'est un outil pour résoudre d'énormes défis sociétaux auxquels on fait face maintenant. Pour moi, c'est un outil qui permettra de combler certaines fractures, mais il y a des aspects éthiques importants. Et avoir des discussions au niveau international à propos de l'IA, à propos des conséquences éthiques de l'IA, c'est vraiment capital. Et on doit se pencher plus avant là-dessus, dans les points d'action, je pense. Pour ce qui est de la gouvernance des données ensuite, eh bien, ce sont bien les données qui nourrissent l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Et c'est la base pour que l'IA puisse devenir un vrai outil à utiliser à l'avenir. Donc il faut regarder la gouvernance, la protection des données à caractère personnel, le partage des données. Tout cela, c'est une partie de ces discussions éthiques et ça a des conséquences pour l'humain. Et puis pour terminer, une question qui est très personnelle pour moi, mais je sais que beaucoup de parents et beaucoup d'enfants sont inquiets sur ces points-là. Les plateformes basées sur Internet, alors il y a énormément de possibilités de connecter les gens, de combler la fracture numérique, etc. Mais comme on en a discuté hier, eh bien, les plateformes, les entreprises de la tech ont un pouvoir énorme. Nous savons qu'il y a des algorithmes nocifs
c'est nocif pour nos enfants et nos enfants nous appellent au secours parce qu'ils ont des problèmes de sommeil, ils ont des problèmes de santé physique aussi. Nous devons donc travailler ensemble, la société civile, les gouvernements et les entreprises de la tech. Nous devons traiter de ces défis posés à nos enfants. Voilà, à mes yeux, les discussions qui, selon moi, pourront être menées au SMSI et à l'IGF. Merci, et oui, et en tant que parent, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on réfléchit aux réseaux sociaux, eh bien, les algorithmes, ce sont la base des plateformes. Les plateformes ne fonctionnent que sur base de données et les données, elles sont disponibles par le biais de l'IA. Et sans connectivité, on n'y parvient pas. C'est justement pourquoi on discute de tout cela à l'IGF et pourquoi il est très important de poursuivre cette discussion. Jimson. Merci. Georges. Les points d'action du SMSI sont toujours très pertinents. Ça permet de traiter de questions émergentes. Alors, l'intelligence artificielle, par exemple, la gouvernance des données, l'intégrité de l'information, les infrastructures publiques numériques, les biens publics numériques, etc., etc. Et puis, il y aura sans doute beaucoup d'autres points émergents. Et il faut un examen constructif de ces points d'action. Il faut pouvoir couvrir beaucoup de choses. Alors moi, j'ai regardé les données. Les données, c'est vraiment le fondement. C'est l'accès à l'information, l'accès à la connaissance. L'IA elle-même, eh bien, c'est une application, hein. Et si on regarde le point d'action C7, eh bien, on le voit. Et puis, on le voit à l'éthique, le point C8, le contenu local, la diversité linguistique, etc., etc. On n'a pas besoin de faire d'énormes transformations. Il faut simplement contextualiser tout ce qui pourrait arriver. La cybersécurité, eh bien, c'est déjà dans le point confiance. Et il faut que la discussion soit liée au NRI aussi. Il faut que nous nous assurions qu'on couvre les sujets très larges des points d'action dans ces NRI en pleine évolution. Bien, on parle aussi de NRI infranationaux parce qu'au niveau infranational, il y a des questions. Alors on les encourage. On dit bien discutez-en au niveau local. Parce que c'est la société de l'information qui est vraiment capitale ici. On va essayer de faire vivre ce qu'on a. Les idées sont bonnes. Je crois que les lignes directrices multipartites de Sao Paulo, on peut les utiliser et on pourra traiter de tout défi émergent de la bonne façon, je pense, hein, avec cela. Merci beaucoup, Jimson. Oui, ça, effectivement, c'est une pensée qu'on a entendue à plusieurs reprises. Le SMSI et les points d'action, eh bien, ont cette neutralité d'un point de vue technologique, agnostique, a-t-on entendu, d'un point de vue technologique. Et donc, ça veut dire que ces points d'action restent ouverts à de nouvelles technologies. Mais évidemment, il faut contextualiser, hein. Ça, c'était un mot difficile, j'avoue. Il faut donc les adapter à de nouvelles réalités, à ce que nous faisons ici, à ce que nous voyons. Et puis, toutes les agences de l'ONU doivent être impliquées. Alors maintenant, ça m'amène à la prochaine question. Comment les différentes parties de l'ONU travaillent-elles ensemble? Et la troisième question que j'ai sous les yeux, quelles sont les mises à jour stratégiques que doit envisager l'examen SMSI plus 20 dans le cadre de l'architecture SMSI, donc avec les différentes composantes, et ça inclut l'IGF? Quelles sont les mises à jour stratégiques nécessaires donc pour mieux traiter de ces défis de gouvernance numérique? Et Curtis, je commence par vous. Merci.
Cet examen plus 20 nous montre vraiment que pour nous, cette collaboration est précieuse, cette collaboration mondiale. On voit que la force de l'IGF permet un engagement ouvert de la part de tous les groupes de multipartites sans pression liée aux négociations ou de résultats formalisés ou de déclarations contraignantes. Et cette flexibilité, c'est vraiment une force. Ça permet d'être un incubateur, un catalyseur d'idées, de coopération. Ça fournit un espace au gouvernement, à la société civile, aux entreprises, à la communauté technique de se confronter à des problèmes communs sans forcément arriver à un consensus, mais donc de s'engager, de faire part de leurs idées. Et on voit une fragmentation croissante et l'IGF, avec son architecture ouverte, c'est vraiment l'une des rares plateformes où on peut avoir cette coopération et ce dialogue. Apporter cet espace, ce n'est pas suffisant. À l'ICANN, nous voulons créer un document intitulé « L'IGF que nous souhaitons » qui montre quelles sont les mesures que l'IGF devrait prendre à l'avenir, à quoi il devrait ressembler, et également qu'il ait suffisamment de ressources dans le cadre du SMSI pour qu'il puisse être renforcé, continuer à jouer ce rôle important de forum collaboratif neutre et qui appuie le format ouvert multipartite. Et donc, nous pouvons renforcer les résultats, la ministre Tung l'a dit ce matin, et il nous faut donc un IGF renforcé, puisque l'IGF fait un rapport obligatoire à l'Assemblée générale. Il va donc y avoir plus de conclusions qui sortent de l'IGF. Et ce résumé de l'incroyable travail qui a été réalisé au cours des 20 dernières années par l'IGF, avec les résultats de l'ISOC, les documents qui s'appellent les empreintes des 20 dernières années de l'IGF, les réussites, les IXP qui croissent de façon exponentielle en Afrique et tous les travaux dont on a déjà discuté. Et donc, quand on dit qu'on veut renforcer le modèle de l'IGF et qu'on ait des ressources, ça veut dire qu'on doit soutenir au niveau mondial notre engagement dans le réseau national, régional de l'IGF, comme je l'ai dit. Et nous avons un modèle multipartite à l'IGF et si on remplace ce modèle, on risque de perdre l'un des rares lieux dans le monde où on peut avoir une coopération numérique porteuse de sens. Merci beaucoup, Curtis. Merci. C'est vrai que le dialogue, c'est vraiment le point fort de ce forum. Et il devrait bien sûr ensuite s'étendre au reste du cadre du SMSI. Fabrizia. Quand on parle des mises à jour stratégiques, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on a fait au cours des 20 dernières années. L'Internet, les services numériques se sont vraiment étendus à toutes nos actions en réalité. Il n'y a pas d'usage harmonisé dans le monde, mais nos interactions numériques vraiment touchent au cœur de nos vies, aux parties les plus intimes, et c'est très important de sauvegarder ce que nous avons, c'est-à-dire un modèle multipartite qui est difficile, mais il est absolument fondamental de ne pas être complaisant, de le renforcer, de le revitaliser, de faire en sorte qu'il soit réellement participatif, de ne pas se laisser aller à des tentations de coupure d'Internet, fermeture d'Internet, de fragmentation et de conserver l'Internet comme un outil mondial ouvert et accessible à tous. Nous savons, d'après l'ICANN, que l'architecture est robuste, mais il faut se demander, est-ce que ce serait robuste face à de nouvelles technologies? Est-ce que ce modèle de gouvernance va pouvoir se maintenir? Et c'est ce dont nous avons parlé à Bruxelles lors d'une conférence de la gouvernance du Web.4. Et c'est pour l'avenir qui n'est pas encore là.
Et ça nous permettra d'avoir notre modèle multipartite qui fonctionne, notre gouvernance, pouvoir l'adapter, la protéger pour qu'il continue à être au service de tous. Merci Fabrizia de nous parler de ce besoin de revitalisation. Vous avez organisé une conférence aussi sur le métavers, n'est-ce pas, il me semble, il y a quelques mois. Et ça, ce sont des choses qui vraiment doivent alimenter les débats de l'IGF au niveau mondial. On se rapproche de la fin de notre session, mais il nous reste une dernière question à aborder. La quatrième question, quelles sont les façons concrètes dont le SMSI, dont l'IGF peuvent mieux intégrer la mise en œuvre du pacte mondial numérique et l'aligner sur l'agenda de développement durable de 2030 pour parvenir à cette cohérence de la gouvernance et, au bout du compte, de ne laisser personne sur le bord de la route dans notre société de l'information qui doit être pour tous et toutes. Encore une fois, je vais vous demander de prendre la parole et je démarre avec vous, Madame la ministre Tung. Merci. Je crois qu'il est important de bâtir sur nos fondations, sur nos bases. On a vu une tendance à élaborer des processus parallèles et cela doit être évité parce qu'il y a des questions de capacité à prendre en compte. On ne peut pas participer à plusieurs processus similaires sur le même sujet. Je crois que, à la base, il devrait y avoir un processus de coopération numérique où le pacte numérique mondial peut être relié plus étroitement à la mise en œuvre, au processus SMSI. Et ça signifie que ce qu'on fait, les activités qui ont déjà cours, comme les forums des meilleures pratiques de l'IGF, la coalition dynamique, tout cela, ça peut être continué, mais être mieux mis en œuvre pour éviter ces processus en parallèle. De même, on parle de la gouvernance de l'Internet à l'IGF et au SMSI et de coopération numérique. Et l'agenda des réunions de l'IGF, du SMSI, ils ont toujours couvert ces différents sujets sur la gouvernance de l'Internet, les services numériques, les applications, les infrastructures. Et donc, on voit bien qu'il y a des doublons entre le GDC et le SMSI. Et il faut donc mieux coordonner les choses et intégrer ces processus qui ont déjà cours. J'ai mentionné tout à l'heure l'importance de pouvoir mieux communiquer nos résultats, les messages qui ressortent de l'IGF pour qu'on puisse mieux les utiliser pour nos politiques et lorsqu'on élabore nos politiques et utiliser les réunions de l'IGF, les experts, leur expertise, les connaissances, les expériences qu'on retire de ces réunions IGF, mais également de tous les réseaux de l'IGF pour qu'on puisse canaliser ces ressources, ces messages et les faire entrer dans le système des Nations Unies. C'est donc être mieux coordonné, en un mot. Il est aussi important de renforcer l'IGF en Norvège. Nous devons pouvoir donner à l'IGF un mandat permanent. Pour nous, c'est une priorité clé pour qu'il soit plus prévisible, plus complémentaire avec les structures existantes. Donc, un mandat permanent, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, un mandat renforcé va exiger des financements plus prévisibles et ça, c'est vraiment un problème depuis de nombreuses années. Le financement, c'est essentiel pour pouvoir continuer nos travaux qui donnent d'excellents résultats pour le bien du monde entier, pour le bien de nos citoyens, pour que tout cela soit basé sur l'humain, que ce soit démocratique, que cela protège les droits humains. Donc, un mandat permanent, renforcé et financé. Merci. Merci. Une meilleure coordination, intégration, une meilleure communication aussi. Ce sont les pièces que vous proposez
dans votre intervention pour ce puzzle de l'IGF. À présent, Jimson. J'ai dit tout à l'heure que le SMSI, c'était la structure parent, la structure mère en quelque sorte. Et les États membres et leurs chefs d'État, nous devons les féliciter pour avoir convenu en 2003 et 2005 de ce qui a créé l'IGF. Il y a un lien, bien sûr, entre le SMSI, le GDC, l'IGF, les ODD et ce pacte numérique mondial, eh bien, il vient du SMSI. Rappelons-le, en 2018, nous avions un groupe de travail qui a conclu et nous avions une majorité. Même si nous n'avions pas de consensus à 100%, le secrétaire général a lancé le panel de haut niveau sur la coopération numérique. Belinda, Alibaba étaient co-présidents et de nombreux processus ont mené à ce sommet de l'avenir et au pacte numérique mondial. Et cette coopération, elle fonctionne déjà bien dans le CSTD. Et le GDC est entremêlé avec est lié au SMSI et on a aussi les ODD qui rentrent en compte. L'IGF, c'est vraiment un beau forum. On peut analyser les différents thèmes, des thèmes du GDC. Il y a déjà une sorte de cartographie et on peut y arriver à mettre en place des indicateurs clés pour mesurer les résultats. Donc on a déjà une plateforme, on a une structure, tout le monde peut venir participer, apporter sa pierre à l'édifice. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons encourager les pays à renforcer ce dialogue avec leur bureau des ODD, parce qu'on ne peut pas discuter à très haut niveau et au niveau de la base, il ne se passe plus rien. Donc on encourage vraiment les pays à prendre au sérieux ce dialogue, les discussions de SMSI, les objectifs GDC, bien sûr la cartographie des ODD qui permet de mesurer les progrès. Ainsi, on peut tout à fait voir où on en est, mesurer les progrès accomplis à mesure que nous nous rapprochons de la date fatidique de 2030. Merci. C'est vrai que le GDC fait partie de la famille SMSI. C'est bon de le rappeler. C'est une famille qui fonctionne bien et on devrait effectivement bien communiquer les uns avec les autres. À présent, Madame la baronne Maggie Jones. Bien sûr, on peut comprendre que les différentes parties des Nations Unies répondent, cherchent à traiter des questions technologiques parce que cela affecte presque l'ensemble de notre vie aujourd'hui. Et c'est tout à fait compréhensible. Cependant, nous devons nous assurer que cela ne résulte pas en fragmentation, en doublon. Et c'est là le véritable défi, il me semble, auquel nous sommes en but. Notre engagement multipartite est absolument unique dans le cadre de cette expérience. Et je crois que c'est vraiment notre force, c'est la base sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour l'avenir et nous assurons notre longévité. Pour ce qui est de la coordination entre les différentes agences de l'ONU, les groupes de travail sur la société de l'information, eh bien, c'est vrai que le GDC, l'année dernière, a été conclu et adopté, et ça nous donne une bonne base pour l'examen SMSI. Mais on devrait peut-être faire en sorte que le GDC soit mieux intégré dans le processus SMSI pour qu'on n'ait pas justement ces doublons qui sont un point d'inquiétude. Et on peut promouvoir l'alignement sur
le système des Nations Unies beaucoup plus facilement. Nous étions heureux d'avoir entendu que la Commission des Nations Unies pour la science et la technologie en avril appuyait cette approche et que le Bureau des technologies émergentes et numériques peut jouer son rôle pour appuyer la coordination entre les différents partenaires des Nations Unies en assurant ainsi une cohérence nécessaire. Nous pensons aussi que l'examen de l'agenda du développement durable 2030 sera un jalon pour s'assurer que la communication, la technologie, donc ces technologies atteignent tous et toutes. Nous estimons que l'IGF peut là jouer un rôle important et on revient à la question du mandat qui a été traité ce matin et le mandat est effectivement essentiel. Pour l'avenir, l'IGF doit pouvoir jouer un plus grand rôle, notamment ces NRI. Nous devons vraiment nous bâtir sur ce modèle qui fonctionne et l'améliorer. Donc promouvoir aussi les voix des communautés, s'assurer qu'elles alimentent les processus des Nations Unies, cela me semble essentiel. C'est ainsi que nous estimons que nous pourrons progresser, mais pour nous, le message principal, c'est de rationaliser au maximum, d'utiliser les modèles qui fonctionnent, comprendre que les Nations Unies vont prendre des décisions stratégiques sur ces questions. Merci beaucoup. Donc, pas de fragmentation, pas de doublons, mais à la place de l'intégration. Curtis, vous êtes d'accord? Absolument. Si on regarde le GTC, les ODD, la mise en œuvre, elle commence vraiment avec l'infrastructure et la coordination. Et chez l'ICANN, notre mission est très technique, mais notre objectif, il est très basique. C'est l'impact que nous pouvons faire sur les fondations. Ça nous permet aussi d'identifier donc d'avoir des identifiants uniques pour l'Internet qui nous permet d'avoir un réseau unifié pour l'e-commerce, les alertes d'urgence, le gouvernement numérique, ses services, les mettre à échelle. Et à l'ICANN, nous contribuons à l'interrésilience en coordonnant ces différents identifiants techniques pour nous assurer que nous avons un Internet interopérable, interopérationnel au niveau mondial. Et nous travaillons avec la Coalition pour une Afrique numérique et grâce à cela, nous permettons d'avoir des infrastructures additionnelles dans les régions peu desservies. Et nous travaillons aussi au renforcement des capacités pour que l'Internet soit plus sécurisé, plus robuste. Nous travaillons aussi avec l'acceptation universelle. C'est un terme qu'on utilise dans le monde universitaire et ça signifie que l'Internet peut fonctionner sur des scripts qui ne soient pas basés sur des langues latines pour qu'ils soient accessibles à tous. On travaille aussi sur les différents éléments techniques, une préparation technique, également des développements des capacités au niveau local, des partenariats. On travaille avec des universités africaines pour avoir des accès modélisés, avoir un accès multilingue. Et nous avons ici l'aide d'universités africaines, de cours aussi qui permettent d'améliorer la prise de conscience et le développement de ces initiatives d'acceptance universelle. Voilà ce que peuvent être des initiatives porteuses de sens, faire en sorte que Internet soit accessible dans les langues locales et également pour des questions de connectivité. Les ODD, au niveau de leur mise en œuvre, eh bien, il y a des points d'action qui sont liés notamment avec le SMSI. Et nous appuyons bien sûr les points d'action du SMSI, les différents ODD, mais il y a parfois des doublons pour les infrastructures résilientes, l'éducation de qualité, l'accès multilingue, réduire les inégalités. Donc tout cela appuie nos travaux. Le SMSI peut travailler pour mieux intégrer ces éléments, arriver à échelle et, comme je le disais, sur la mise en œuvre et la sensibilisation. Nous devons
faire en sorte que l'IGF conserve son mandat et même qu'il soit amélioré, éviter les doublons, comme le disait Madame la baronne, aussi protéger ce qui est au cœur de l'Internet, c'est-à-dire éviter la fragmentation à un niveau technique, mais aussi au niveau institutionnel. Merci beaucoup, Curtis. Work on the ground and relating it to Merci de rappeler ce qui se fait concrètement sur le terrain, qui est relié à l'IGF. Merci d'avoir parlé de ces connexions, Cela nous permet de mieux imaginer des nouvelles façons de coopérer, de collaborer, de communiquer pour que ce soit plus efficace, qu'on travaille de façon plus efficace pour arriver à nos objectifs. Fabrizia, qu'en pensez-vous? Comme les autres panélistes, je pense qu'effectivement, l'un des principes de notre appui si robuste à l'IGF et au processus SMSI, c'est d'éviter les doublons. On doit améliorer les synergies, qu'elles se renforcent mutuellement. Et nous proposons un système de feuille de route. On voit que des travaux se sont déjà faits au cours de l'année précédente pour cartographier les ODD et les points d'action du SMSI. On a vu aussi que le CSTD s'occupait de ces questions, notamment avec les engagements du GTC. Et je crois qu'il est important que les organes de l'ONU qui sont concernés aient une contribution porteuse de sens pour montrer quelles actions peuvent être prises avec des feuilles de route qui peuvent être mises en œuvre, des moyens de mesurer et de suivre la mise en œuvre, les progrès à partir de ces points d'action du SMSI. Également les objectifs des ODD, les engagements du GDC et pour qu'on comprenne vraiment où on en est, qu'est-ce qu'on doit faire, sur quoi on doit agir et de combler les écarts. Parce que si on n'a pas de clarté sur la situation actuelle, eh bien on ne pourra pas être bien coordonné. Merci, ça c'est notre proposition. Merci effectivement pour cette intervention sur les principes et sur des propositions qui peuvent être mises en œuvre, qui résonnent aussi avec ce qu'on a dit cette semaine dans la session précédente avec les co-facilitateurs et l'ambassadeur Ekitele du Kenya. Il l'a dit, cette feuille de route de mise en œuvre conjointe est la voie à suivre pour intégrer les différents travaux et je crois que ça sera pris en compte dans les discussions des parties prenantes et des États membres. C'est, il me semble, un excellent résultat, un bel aboutissement des discussions de cette semaine. Mais avant de nous autocongratuler, je pense qu'il est temps d'avoir un moment d'interaction avec le public. On va donc passer au segment suivant de cette session, qui est la session de questions-réponses. Vous aurez 2 minutes pour répondre. Il y a 2 micros qui sont allumés. C'est bien qu'ils soient mis en lumière parce que moi, je suis myope et c'est très utile pour moi pour les repérer. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des contributions, je vais vous demander cependant de rester bref, 2 minutes maximum par intervention. Et présentez-vous. Et nous avons aussi notre modératrice en ligne, je crois, qui aura sans doute des contributions en ligne et nous nous tournerons vers elle de temps à autre. Je démarre à ma gauche. Je vous en prie, présentez-vous. Bonjour. Je vais m'exprimer en espagnol. Bonjour, cela a été très intéressant d'écouter les discussions.
Oui, moi je comprends l'espagnol, mais vous avez peut-être besoin d'écouteurs pour ceux qui n'en portent pas. And maybe I can help in the translation if somebody doesn't get it. Ready? So I think we are mostly ready. Thank you so much for your patience. Gracias. Eric Iriarte del cctld.pe de Perú. Una de las cosas interesantes es poder hablar. Donc je viens du Pérou. C'est formidable de pouvoir m'exprimer dans ma langue parce qu'on parle toujours de diversité linguistique, de diversité tout court. Et on parle des contenus, de l'utilisation de la technologie. Et ce n'est pas la même chose de légiférer sur la technologie avec une technologie qui n'est pas produite chez nous, qui utilise d'autres règles. Et on en parle depuis plus de 20 ans. Comment est-ce qu'on peut réglementer quelque chose qu'on ne contrôle pas, ce qui est en dehors de notre juridiction? Par exemple, le contenu, le contrôle sur les contenus. On a essayé de s'y prendre de différentes façons pour éviter les abus, tout en essayant de connecter tout le monde. Mais ce n'est pas nous qui avons notre mot à dire sur la question. Il y a des systèmes, une technologie qui est de plus en plus utilisée, particulièrement depuis la pandémie. Alors comment est-ce qu'on peut combler ces écarts? Ça fait des années qu'on en discute. On fait partie de cette technologie, de cette communauté de technologie. On a invité les acteurs à en parler. Mais c'est compliqué lorsqu'on commence à en discuter au Parlement sur, par exemple, les femmes, le harcèlement. C'est très différent d'un pays à l'autre et c'est très compliqué de réglementer les plateformes. Alors, est-ce qu'on devrait aller plus loin? Mais je crois que la première question dont on doit s'occuper, c'est de faire venir ces acteurs de la technologie. Mais on peut travailler ensemble. Dans notre propre pays, on doit d'abord négocier entre nous avant de pouvoir négocier avec les autres. C'est seulement si on a des ressources internationales à ce niveau international qu'on arrivera à développer des politiques. Parce que ces politiques doivent être intégrées, il faut qu'elles puissent être utilisées par tout le monde. Alors qu'en réalité, nous avons des cultures, des réalités politiques différentes entre les différents membres de l'IGF et voilà. Muchas gracias, Eric, por esa intervención un poco más larga de lo previsto. Vamos a tomar una... Nous attendons l'interprétation actuellement. Je repasse à l'anglais. Merci Eric, même si c'était un petit peu plus long que prévu. Est-ce que le panel pourrait réagir à ce qui a été dit? Et je vais vous demander, je vais d'abord vous laisser parler. Je viens du gouvernement australien, je m'appelle William Lee. Et d'abord, je tiens à remercier la Norvège pour cet excellent panel et pour avoir accueilli l'IGF. On a parlé de ces questions très importantes et nous, les documents, je crois que on cherche vraiment, on s'arrache les cheveux pour trouver le meilleur moyen de résoudre ces questions. Et je pense que le SMSI, c'est un outil qui peut nous aider à atteindre des actions au niveau mondial pour ces problèmes. Et justement, le SMSI peut entendre les voix de tous les États, notamment les pays les moins développés, les petits États insulaires en développement, et traduire cela dans des normes mondiales, des partenariats, des actions pour combler ce fossé numérique.
On commence à entendre des idées extrêmement positives de la Suisse, de l'Union européenne, de l'ICANN, de l'ISOC, d'Australie et d'ailleurs. Et je me demande si vous savez comment est-ce qu'on peut continuer à promouvoir des discussions positives et éviter de tomber dans la facilité, c'est-à-dire de ne pas agir, mais simplement de continuer à parler. Merci. Merci pour le document non officiel de l'Australie. Ça nous donne effectivement une base utile pour nos discussions. Léonora, nous avons des questions en ligne. Effectivement, je commence avec la première. Moussa Makari du Nigeria. Quelles stratégies peuvent être mises en œuvre pour améliorer la participation de la jeunesse, des femmes, de l'IGF dans les processus du SMSI? Merci, Léonora. Reactions to what Bien, on peut peut-être avoir des premières réponses de la part des panélistes. Fabricia, peut-être? Oui. Ena Virkkunen, ma vice-présidente, était là lors de la session d'ouverture et elle a traité de certaines de ces questions. L'Union européenne vient d'adopter une stratégie internationale pour l'aspect numérique et là, nous présentons une vision de partenariat renforcé dans le cadre du numérique avec plusieurs pays du monde. Nous sommes bien conscients qu'il ne s'agit pas simplement d'expliquer ce que nous faisons et de leur dire « eh bien, vous pourriez faire pareil ». Non, non. En fait, nous voulons essayer de montrer ce que propose l'Union européenne, des outils en utilisant l'open source principalement, et les pays peuvent essayer d'adapter cela à leurs propres utilisations. C'est le cas pour la connectivité, pour la cybersécurité, et ce sera le cas pour toutes les couches de l'Internet, l'identité, les réseaux sociaux décentralisés, etc. Notre idée, au cours des années, c'est d'approfondir ces partenariats pour nous assurer que nous devenions tous des acteurs et pas seulement des consommateurs. Ça, c'est vraiment une action où l'Union européenne fera énormément d'efforts et nous serons ravis de partager tout résultat concret lors du prochain IGF. Merci Fabricia. Quelqu'un d'autre? Restez bref. Oui, je voulais simplement reprendre cette question des femmes. Comment le harcèlement se fait-il de plus en plus sur Internet? Harcèlement vis-à-vis des femmes. Et ça, c'est notre expérience, en tout cas au Royaume-Uni. Nous, avec la loi sur la sécurité en ligne, nous avons agi. Nous en sommes très fiers, mais ce n'est que la première étape. Et le débat public au Royaume-Uni a été celui-là. Que font les voisins? Que font les autres? Je crois donc que c'est un débat beaucoup plus large que ce qu'on pourrait réfléchir ici. Nous voulons vraiment développer de nouvelles normes mondiales, voir ce à quoi on peut s'attendre des compagnies de la tech. Donc, c'est un débat bien plus approfondi que ce qu'on pourrait imaginer. Et puis, vous avez raison. Avoir une meilleure appropriation par les femmes de ces technologies, c'est un énorme défi pour le SMSI. Nous faisons ce que nous pouvons. L'ONU Femmes fait ce qu'elle peut. Mais c'est un défi énorme, hein, surtout dans le sud global. J'espère donc que ce sera une priorité clé pour le SMSI. Jimson, très brièvement. Oui, vous m'entendez? Très bien. Comment approfondir au niveau local et comment engager les jeunes? Eh bien, on dit que l'argent sera la réponse et ça signifie qu'ils ont besoin de soutien.
Si vous n'êtes pas membre du réseau encore, faites-le. C'est un instrument de soutien des NRI au niveau local. On a besoin de plus de soutien, de plus de contributions pour renforcer les possibilités qui existent. Et donc, il faudrait des ressources pour finalement créer le leadership de demain. Voilà, nous espérons pouvoir remplir ces attentes. Merci. Et on va revenir vers notre public. Oui, madame, en vert, je vous en prie. Elle fait du shadowing, en fait. We would like to raise your interest and attention to the Nous aimerions attirer votre attention sur les infrastructures clés qui permettent à cette croissance de se faire. On se concentre beaucoup sur l'innovation, sur l'avenir, et il y a beaucoup de choses qui se font. Si on n'a pas de planification, de toute succession, ce qui doit se faire, parce qu'il y avait des pionniers de l'Internet qui prennent leur retraite, qui vont jouer au golf. Donc si la prochaine génération doit être intégrée d'un point de vue technique, ce sera très important de maintenir les systèmes qui permettent à la croissance de se faire et qu'ils comprennent les innovations, qu'ils ne détruisent pas finalement quelque chose qui a mis beaucoup de temps à survenir, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est très important pour l'interopérabilité. Et puis, la ministre Tung a parlé de l'importance des investissements, du financement, et ça, il ne faut pas l'oublier. Quels sont les incitants pour former le paysage? Et il ne faut pas simplement adopter de nouvelles technologies. Quels sont les incitants de la part des entreprises norvégiennes? Pourquoi participer à ces normes ouvertes mondiales? Et puis comment cela peut apporter la diversité, l'inclusion, et ça s'applique à tous les pays. Nous avons un nombre très limité d'organisations qui participent à ces processus, et il est donc très important que les ingénieurs s'engagent. Gracias, Silvia. Thank you, Silvia. I don't know, Minister Tung, do you want to react? Merci beaucoup. Madame la ministre, je vous en prie. Oui, la raison pour laquelle je m'intéresse à la numérisation et à la technologie, c'est parce que j'aimerais être une actrice de l'évolution de la société. Qu'on soit du nord de la Norvège, du sud de la Norvège, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit un enfant, un adulte, moi je pense qu'Internet apporte des solutions. Et la technologie doit bien refléter les valeurs sur lesquelles on veut baser notre société. Donc on parle des droits sociaux, d'égalité des genres, les femmes dans la tech, toutes ces perspectives, on doit les intégrer à l'infrastructure. Qu'on parle de l'éducation, qu'on parle d'Internet en tant qu'infrastructure. Donc pour moi, c'est la valeur que je souhaite apporter. Moi, j'aimerais que la Norvège soit le pays le plus numérisé au monde. Et l'idée, c'est de voir comment on développe nos sociétés et quels sont les fondements sur lesquels on va bâtir cette nouvelle société. Les droits de l'homme, l'ouverture, la transparence, la démocratie, tout cela doit faire partie de l'infrastructure. Et la jeunesse a un rôle très important à jouer. C'est pour cela que je me suis adressée aux jeunes plus particulièrement lors de la journée zéro. Il faut vraiment que toutes les perspectives soient reflétées. Merci beaucoup, Karianne. D'autres réactions? Non? Sinon, merci pour votre patience, monsieur sur ma droite. Koweït. Kossar Al-Shaiti du Koweït. J'aimerais commencer par féliciter la Norvège pour cette IGF. Merci pour cette atmosphère très constructive. Merci au gouvernement norvégien de nous avoir accueillis pendant ces journées. Nous avons fait partie du SMSI et de l'IGF depuis les débuts, il y a une vingtaine d'années. Et nous avons vu
beaucoup de succès dont nous avons pu profiter sur les points d'action du SMSI, sur l'IGF. Et il est normal de voir les choses évoluer. Il est normal de traiter des points pour l'avenir. On la voit reflétée dans le pacte mondial aussi. Et il faut aussi pouvoir voir ce qu'apportera l'avenir. Alors, je crois quand même que l'un des plus grands résultats du SMSI, c'est l'IGF. C'est une plateforme qui n'est pas basée sur les résultats, ce n'est pas des résultats contraignants qui en ressortent, et le processus SMSI plus 20, eh bien, on ne sait pas si l'IGF va pouvoir continuer comme plateforme ou pas. Alors, on a traité de questions de diversité, de la fracture numérique. On a parlé des processus multipartites. Et là, on a réussi. On a réussi. Mais l'IGF, c'est ce qui nous permet, en tant que partie prenante, de nous exprimer. On est à égalité, toutes les parties prenantes. Et ça nous a vraiment été utile. Donc, nous pensons que nous sommes un peu dans une zone grise pour son avenir. Et on est un petit peu inquiet. Si cette plateforme ne se poursuit pas, ce ne serait pas bénéfique. Nous aimerions être rassurés quant à l'avenir de la plateforme. Ou alors, que va-t-on faire pour soutenir la plateforme d'ici à la prise d'une décision? Oui, je crois que nous sommes nombreux à être d'accord sur ce point. Et il y a les co-facilitateurs qui demandent des contributions. Donc, plus vous serez à vous tourner vers eux, mieux ce sera. Eleonora, et si vous pouviez parler un peu fort dans le micro pour que tout le monde vous entende, ce serait bien. Oui, je vais faire de mon mieux. Autre question de Sigun Omolosho. Comme on approche du SMSI plus 20, comment pouvons-nous nous assurer que les contributions à l'IGF sont intégrées dans les mécanismes de suivi du SMSI plus 20, surtout au niveau national? Ah ben oui, c'est la question à 1 million, voire 1 milliard. On y a beaucoup réfléchi tous. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a peut-être une proposition très spécifique à faire. Oui, Jimson, je vais répondre. Comment assurer que le modèle multipartite soit appliqué au niveau national aussi? C'est une excellente question. Il faut finalement qu'on en appelle au leadership. Il nous faut des champions pour défendre cela. Le secteur privé, eh bien, j'ai mené ça en 2012 pour combler les écarts en Afrique. Alors, il faut les parties prenantes, les leaders qui en traitent et qu'il y ait un engagement avec les lignes directrices du programme de Sao Paulo. Il faut s'assurer que toutes les parties prenantes sont bien là. C'est pour notre bien. C'est pour parvenir à la société de l'information qu'on souhaite, pour que personne ne soit laissé de côté. Voilà. Donc moi, j'en appelle au gouvernement, aux parlementaires, aux leaders. Il faut le dire, il faut s'assurer que toutes les parties prenantes seront invitées pour qu'on puisse y aller. Alors, Curtis, puis Madame la Baronne, ce sera à vous. Oui. Ben, une question à $1 milliard, oui. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'on parle du modèle et de ses succès, mais le problème, c'est sans doute qu'on part du principe qu'il existe, il a eu trop de succès. En fait, il faut vraiment voir l'inclusivité du modèle multipartite. Il faut le prouver tous les jours, il faut le faire au niveau national, il faut le faire vis-à-vis des gouvernements. Voilà, vous êtes engagés, vous êtes là au panel, mais il y a d'autres pays où ce n'est pas forcément le cas. Cet engagement doit se poursuivre et montrer la valeur du modèle. C'est comme ça qu'on pourra le protéger. C'est une excellente question. Je suis ravie qu'elle ait été posée. Parce qu'on ne peut pas
partir du principe que cette innovation, elle est là, qu'elle existe. Les principes de l'Internet, c'est ce qui a permis ces discussions et c'est ce que j'apprécie. Oui, madame. Oui, je suis ravie qu'il y ait beaucoup de représentants du Royaume-Uni ici. Nous avons joué un rôle, mes collègues et moi, nous avons joué un rôle dans les panels pour contribuer au débat. Donc déjà, le fait que nous soyons là, qu'on contribue avec nos points de vue, qu'on écoute, c'est bien, parce que c'est un processus qui va dans les deux sens. Cette évolution, ce que nous avons pu apprendre, ça nous permettra de développer nos politiques à l'avenir. Ça, c'est important. On n'a pas un point de vue statique. C'est un apprentissage en continu. Et puis, on a eu une conférence IGF très réussie au Royaume-Uni, et plus on peut organiser cela au niveau local et régional, mieux ce sera. Ça permettra d'améliorer le débat que nous menons. Donc, le système n'est pas parfait, mais on fait ce qu'on peut pour nous assurer que ce sera ramené vers nos organisations et que ce ne soit pas fait isolément. Bien. Je vous propose d'aller vers... Oui, c'est à vous, je crois. Ou on va à droite. Raoul me fait signe que c'est à droite. Voilà, je vous en prie. Merci de vous présenter. Et puis, si vous pouvez rester en deçà des 2 minutes, c'est bien. Merci, Jorge Hiandowachi. Je viens de l'association brésilienne des fournisseurs d'accès à Internet. Merci au panel pour cette excellente discussion. Ces derniers jours, nous avons pu avoir des débats de haut niveau très pertinents. Nous avons vu de grandes entreprises sur cette scène et puis sur les autres scènes aussi. C'est bien qu'on les entende parce qu'ils font partie du débat, mais ils font partie du problème. Ils ne font pas forcément toujours partie de la solution. De l'autre côté, les petites et moyennes entreprises et les solutions open source sont un peu sous-représentées. Donc la mise à jour de la gouvernance, moi j'aimerais savoir ce qu'en pense le panel. Comment renforcer la voix et la participation des petites et moyennes entreprises, ainsi que les solutions open source à l'IGF et au SMSI, particulièrement du Sud. Merci beaucoup. Des réactions immédiates? Curtis. Moi, je voudrais revenir là-dessus. C'est très important ce qui vient d'être souligné à nouveau. Parce que Internet, en l'état actuel, bon, il y a des centaines de milliers, des millions de petites et moyennes entreprises qui existent, étant donné l'Internet actuel. C'est ce qui leur a permis de devenir des entreprises. Et vous avez raison. Et il faut qu'ils fassent partie de la discussion. Alors, c'est un peu un exercice à double tranchant, si vous voulez, parce qu'il faut pousser. Mais comme je le disais, le problème, c'est que on part du principe que c'est là et qu'on n'a pas besoin de s'en préoccuper d'Internet. C'est peut-être l'idée, mais au contraire, il faut vraiment qu'on comprenne que ça fait partie intégrante de ce qu'on fait. Et par les IGF locaux, régionaux, on peut le faire, par des forums en ligne. Il y a plusieurs façons de faire entendre sa voix, mais oui, c'est vrai, il faut que ces voix fassent partie du débat de façon peut-être plus approfondie, disons. Oui, moi, je suis à la tête d'une petite et moyenne entreprise, Contemporary Consulting, et tout est en ligne. La numérisation, la cybersécurité, l'intégration, la recherche. Donc il y a énormément d'avantages à être impliqués. Et moi, j'encourage d'autres PME à suivre. Parce que certains disent « Oh bah ouais, c'est bon, Jimson est là, il va faire ça ». Mais non, on doit tous faire partie de la discussion. Parce que Internet, c'est une ressource énorme pour la productivité, pour l'emploi, pour de nouvelles innovations. Donc, il est dans notre intérêt de soutenir cela. Et puis, autre point, l'association. C'est pour cela qu'on a l'Alliance TIC au niveau africain, pour assurer qu'on peut finalement exprimer son point de vue. Au Nigeria, une loi sur les start-up
pour encourager les nouvelles entreprises. Il y a des projets IA qui peuvent bénéficier de financement. Donc ça, ce sont des conversations qu'on peut mener et il faut parvenir à l'écosystème et à le faire bouger. Madame le ministre, oui, un petit commentaire de ma part. Moi, je pense qu'il est très important que nous menions ces débats. Évidemment, pour la légitimité de l'IGF, c'est très important. C'est une responsabilité aussi que nous avons en tant que gouvernement. Nous devons nous assurer que nous pourrons inclure les parties prenantes de notre pays, que ce soit physiquement ou en ligne. Et d'un point de vue norvégien, il a été important de travailler avec nos différentes ambassades dans le monde pour mobiliser des participants dans le monde entier et leur permettre de venir ici à l'IGF cette année. Et nous voulions la participation des pays du Sud, particulièrement. Je crois qu'il y a un taux de participation élevé de ces pays cette année, mais on peut encore améliorer les choses, bien sûr. Merci beaucoup, Madame la ministre Tung. Oui, c'est toujours un défi, hein. C'est toujours un problème d'engager tout le monde avec des ressources qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Je vous en prie. Bonjour, merci à tous pour cette opportunité. Raúl Echeverría, directeur exécutif de l'Association Internet Amérique latine et membre du MAC cette année. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Le rôle du SMSI, de l'IGF, la mise en œuvre du pacte, le besoin d'améliorer un nouveau rôle pour l'IGF. Alors, quelles sont les améliorations à mener, etc. Donc, en fait, on est d'accord quasiment sur tout. Mais la réalité ne semble pas si simple. On dirait quand même qu'il y aurait plus de complications dans les négociations. Donc, ma première question, ce sera quels sont les grands défis que vous prévoyez dans les négociations d'ici à décembre? Deuxième question, qui est liée à ce que Madame la ministre Tung vient de dire. Il y a peut-être trop peu de gouvernements qui sont impliqués dans la discussion. Je suis certain qu'il y a beaucoup de missions à New York qui sont impliquées. Mais lorsqu'on parle au gouvernement dans les capitales, eh bien, la plupart d'entre eux ne savent pas ce qui se produit et quelles sont les discussions qui sont en cours. À votre sens, comment pouvons-nous impliquer d'autres gouvernements dans les discussions afin d'avoir une décision qui reflètera les intérêts du monde entier finalement? Merci beaucoup, Raoul. Alors, notre panel réfléchit peut-être à une réponse et je vous invite à profiter de l'occasion. Profitez de l'occasion de poser des questions. On a encore un peu de temps pour des interventions si vous le souhaitez. Donc, mettez-le à profit. Ne soyez pas timide. Nous sommes dans un environnement sûr. C'est très interactif pour les réponses, etc. Donc, profitez de l'occasion. On revient aux questions de Raoul. Des questions très claires, finalement, et je vois que, Madame la ministre, vous souhaitiez répondre. Oui. Une réponse très courte à la première question. Les plus gros défis. Parce que c'est vrai qu'on donne l'impression d'être tous d'accord, mais jusqu'en décembre, on aura des soucis. Il y aura énormément de travail à faire de la part de toutes les parties prenantes afin de pouvoir franchir la ligne d'arrivée de la bonne façon. Et j'espère qu'on pourra le faire sur base d'un consensus. Mais le plus gros défi, ou le pire qui peut arriver, c'est une fragmentation plus importante. Donc c'est ce qui me fait le plus peur, je dirais. Oui, c'est important. Curtis.
Ouais, décembre, c'est dans longtemps, comme le disait Madame la Ministre, il peut se passer beaucoup de choses. Et je dois dire qu'à l'issue de ces journées, on peut être optimiste, même de façon très prudente. Il n'y a pas un consensus, il n'y a pas l'unanimité, je pense, et il va falloir construire sur base de ce que l'on a, travailler là-dessus, s'assurer que toutes les voix seront entendues. On a eu une bonne session avec les co-facilitateurs ce matin, très ouvert aux contributions. Alors, à la fin, en décembre, bien, ce sera une négociation entre États, bien sûr. Mais nous, entre communautés et en tant que représentation multipartite, eh bien, j'espère qu'on pourra contribuer à cela et montrer pourquoi c'est important. On espère qu'on aura un consensus large et qu'on pourra atteindre les objectifs. Merci Curtis. Jimson. Là, pour moi, le plus grand défi, bon, les co-facilitateurs ont vraiment montré leur optimisme vis-à-vis des résultats. Mais encore une fois, le plus gros défi que je vois, c'est que les gouvernements nationaux doivent impliquer toutes les parties prenantes. Les gouvernements nationaux doivent impliquer les autres, demander quels sont les points de vue. Parce que nous, on ne sera pas dans la pièce pour négocier. Et ça, pour moi, c'est le défi le plus sérieux. On veut être impliqué, mais à ce moment-là, on ne le sera plus. Et puis, tous les gouvernements au niveau national doivent être impliqués. Donc, il va falloir les encourager. Utilisons la plateforme et l'approche multipartite. Il faut qu'elle soit utilisée au niveau national. Laissons-les être une partie de la délégation aussi, le secteur privé et d'autres aussi. Notre voix doit être entendue. Nous devons travailler ensemble pour les progrès, pour la prospérité, en utilisant donc ces technologies numériques. Merci beaucoup, Jimson. Madame la Baronne. Bien, cela fait 20 ans qu'on essaie de prouver le bien fondé de notre existence, finalement. Et maintenant, on arrive à un moment où, ça y est, c'est fait. Donc, si nous pouvions faire partie de façon permanente de la famille des Nations Unies, ce serait bien. Ça nous éviterait d'avoir à nous prouver et notre voix serait plus entendue. Et puis, on a un défi en termes de communication, parce qu'il y a énormément de bonnes choses qui se font ici. Et peut-être qu'on ne parvient pas à ramener ça chez nous dans nos capitales. On ne parvient pas à être suffisamment dans le partage public de ce qui a été fait. On pourrait faire partie du cadre international de meilleure façon si on était meilleur là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je vais me permettre d'abuser de mon rôle de modérateur, mais le plus gros défi, c'est peut-être d'imaginer un résultat positif qui serait plus qu'un statu quo. Toutes les parties prenantes du monde pourraient se mettre d'accord sur un tel résultat. Alors, j'ai de l'espoir. Les discussions que nous avons menées ici seront une contribution à imaginer cette possibilité. Mais, Eleonora, est-ce que vous avez d'autres contributions? Oui, encore une question. Moussa Magari du Nigeria. Comment l'IGF pourra-t-il traiter des défis liés à l'intelligence artificielle et d'autres technologies disruptives? Merci beaucoup, Eleonora. Et je vais lancer un dernier appel. Voilà votre dernière opportunité de poser une question. Réfléchissez-y. Et notre panel a-t-il des réponses à donner? L'IGF
à discuter de l'IA. Ça fait 8 ans à peu près, je crois. Je me souviens en 2017 à Genève, c'est nous qui l'avons organisé en tant que gouvernement suisse avec l'IGF suisse, et on en discutait déjà. Et les effets des systèmes algorithmiques également pour le système démocratique. Mais je vous en prie, vous avez la parole, Curtis, peut-être? Merci, merci. Merci. Je crois, comme vous l'avez dit, que l'IGF a un agenda qui s'occupe des grands défis émergents. C'est ce qu'on fait depuis des années et je crois que ce forum, eh bien, il a des forums, des groupes de travail. Il y a le forum européen aussi. On voit que tous ces forums identifient les nouvelles technologies. Donc, ce n'est pas seulement une question de programmer, de planifier. Il faut aussi avoir des discussions. Il y a aussi des discussions de couloir d'ailleurs, mais on est un écosystème qui permet d'avoir un dialogue et un incubateur, une pépinière d'idées. Et on y a très bien réussi depuis de nombreuses années. Merci Curtis. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite répondre? Jimson peut-être? Merci. Il est vrai que l'intelligence artificielle, cela fait longtemps qu'on sait que cela existe, mais seulement dans les universités. Et aujourd'hui, les ramifications de l'IA sont très importantes. Il est important que dans cette plateforme, on voit quels sont les bienfaits, mais également les conséquences de l'IA. Et il y a de très nombreuses bonnes pratiques, approches des différents gouvernements pour répondre aux impacts négatifs de l'IA, aux abus, mais aussi aux bienfaits de l'IA. Et je crois que l'important, c'est quand nous rentrons chez nous, d'encourager l'adoption de lois pour s'assurer que l'IA soit une force pour le bien des sociétés. Donc il faut vraiment qu'il y ait des formes de réglementation qui ressortent de nos travaux ici à l'IGF. L'IA peut être un outil utile, mais elle peut aussi être un agent du mal. Elle peut nous aider à atteindre les ODD plus rapidement. C'est pourquoi il nous faut des lois, des réglementations qui nous permettent de développer ces applications tout en les réglementant. Donc du point de vue de l'IGF, on a un cadre de politique, on a des bonnes pratiques, on peut en discuter, on sait ce qui se passe dans les autres pays et donc on doit rester une plateforme et on a une plateforme crédible justement pour parler de ces sujets. Ensuite, Madame la Baronne, Madame la Ministre, Fabricia, vous avez tous quelque chose à dire, je crois. Oui, brièvement. Je suis absolument d'accord sur le potentiel de l'IA et on doit effectivement en faire une force du bien pour toutes les nations. Mais c'est vraiment un défi spécifique pour nous en termes de sécurité. Nous avons un rôle à jouer ici en faisant part de notre expertise, des bonnes pratiques, parce que c'est un véritable défi mondial. Au bout du compte, l'approche qu'on a adoptée, c'est-à-dire qu'on est neutre en termes de technologie. Ici, à l'IGF, on parle de toutes les technologies. Je pense que ça, c'est la bonne approche. Et au fur et à mesure, dans notre forum, on verra que c'est une évidence. Et parce qu'on a, je crois, les bonnes structures à notre disposition. Donc, c'est un défi absolument unique, une inquiétude pour tous, pour toutes les nations. Merci. Je pense qu'il est important que tous les pays aient un débat vivant sur
l'IA en tant que technologie, quels sont ses défis, ses possibilités. Ça, il faut le faire dans chaque pays parce que les contextes sont différents. La Norvège, par exemple, est une nation énergétique. Donc, utiliser l'IA dans le secteur de l'énergie, c'est une évidence. On a, il me semble, des lignes directrices sur les implications éthiques de la technologie. Et les discussions actuelles qui portent sur l'IA, qu'il s'agisse de bonnes pratiques ou autres, il me semble qu'elles sont extrêmement utiles pour la plupart des pays. Que vous souhaitiez utiliser l'IA dans le secteur de la santé, de l'administration publique, de l'énergie ou autre. Merci. Fabricia? Je crois que la valeur ajoutée de l'IGF, c'est ses composantes, de quoi il est composé, quelle voix pouvez-vous entendre ici? Bien sûr, on parle de l'intelligence artificielle lors de forums techniques. Vous aurez un avis, et puis les gouvernements auront un autre avis, les entreprises auront un autre avis. Et cette conversation, il me semble qu'elle est extrêmement utile, mais elle doit être transmise aux autres institutions dans la famille des Nations Unies et en dehors, c'est-à-dire aux gouvernements nationaux qui travaillent déjà sur l'IA. Parce que ce que nous voulons éviter, ce sont les doublons. Au contraire, nous voulons améliorer une approche synergique qui s'auto-renforce. Et on a l'opportunité ici d'en discuter avec chacun et chacune, mais assurons-nous que ces discussions se transforment en actions dans ces forums, justement, où ces discussions se produisent. Merci. On en revient à ces liens, ces connexions. Et à tous les points que nous devons mettre en œuvre si on veut être prêt d'ici à décembre pour être d'accord. Bien, je vois que quelqu'un s'est manifesté devant le micro. Je vous en prie, monsieur. Merci, je m'appelle Bastian Mingel, je travaille pour le département de la justice aux Pays-Bas. Cette semaine, nous avons vu les avantages d'un Internet ouvert et équitable, un Internet basé sur la confiance dans le cadre d'un travail multilatéral. Et moi, j'ai aussi été exposée au côté obscur de l'Internet, des discours de haine en ligne, il y a des documents et contenus néfastes qui sont accessibles par tous. Les enfants aussi peuvent être ciblés. Alors que pouvons-nous faire pour donner à nos citoyens la même protection en ligne que celle dont ils jouissent dans le monde réel? Oui, c'est une question très importante. Une toute dernière question de Eleonora en ligne et ensuite nous conclurons cette session. Merci beaucoup, Jorge. Il y a une contribution du chat en ligne et ensuite une question. Ségoni a demandé tout à l'heure comment est-ce qu'on pouvait s'assurer que les voix multiparties soient intégrées dans le suivi, surtout dans l'examen mondial. On a aussi eu Mark Carvel qui était au gouvernement du Royaume-Uni auparavant et qui est un ancien ami de l'IGF. On sait que 2,6 milliards de personnes ne sont pas connectées. On a 167 NRI qui sont vitales pour apporter la voix au niveau des voix nationales et locales. Et voici la question du Bénin. Pour ce qui est de l'évolution technologique, certaines régions d'Afrique sont exclues des défis et des bénéfices. Alors, quelles mesures pourrait-on prendre pour promouvoir une inclusion totale, surtout pour les pays du Sud mondial? Merci, du Sud global. Merci, Eleonora. Avez-vous des réactions à ces questions, Madame la Ministre? Oui, je vais démarrer avec la première question qui venait des Pays-Bas. Hier, je crois qu'on avait un excellent panel sur la protection des enfants face à ces algorithmes néfastes. On a aussi entendu un rapport de la police sur la sécurité en Norvège. On voit que de très jeunes enfants sont
happés par des radicaux d'extrême droite sur des plateformes de réseaux sociaux et ensuite ils sont emmenés vers d'autres types de plateformes. Donc il nous faut une meilleure réglementation. Je crois que l'Union européenne a fait d'excellentes choses par rapport à la loi sur les services numériques. Cette réglementation-là, c'est une partie de la réponse. Il nous faut aussi les entreprises de la tech qui doivent contribuer. Elles doivent faire plus, elles ne font pas assez. Et il nous faut aussi plus de coopération internationale sur cette question. Parce que si on croit vraiment en un Internet libre et ouvert, eh bien, il faut pouvoir avoir confiance dans l'Internet et il faut pouvoir s'attaquer aux défis que l'Internet apporte. Et ces trois piliers, réglementation du gouvernement, coopération internationale et le rôle des entreprises de la tech pour s'attaquer à ces défis. Donc, je suis très heureuse que vous ayez posé cette question. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la Baronne. Je crois qu'on peut tous s'identifier à ce côté obscur dont vous vouliez parler. Je crois qu'on a tous été face à cela. C'est un défi pour tout le monde. J'ai dit tout à l'heure que nous avions notre propre législation, la loi sur la sécurité en ligne, qui cherche à apporter des normes, surtout pour protéger les enfants en ligne. Et nous avons un excellent dialogue avec les entreprises de la tech qui mettent en œuvre cette loi et qui l'appliquent correctement. Il est important aussi d'apprendre les uns des autres, de nos voisins, des autres nations, pour qu'on ait effectivement des normes mondiales sur ce qui est acceptable sur Internet. Et pas seulement le faire pays par pays, mais d'avoir une sorte d'alliance, peut-être. Je pense que c'est la voie que nous aimerions suivre. Mais c'est vrai que c'est un véritable défi et il faut absolument s'y attaquer pour conserver la confiance des citoyens en Internet et pour qu'on puisse utiliser cette merveilleuse technologie qui peut nous apporter de grands avantages. C'est vraiment une question de confiance et c'est un véritable défi. Merci. D'autres réponses à ces deux questions, Jimson, peut-être? Très rapidement. Un rapport de l'UNECA a été publié sur le besoin de plus d'investissement pour la pénétration de l'Internet. 10% d'augmentation de pénétration Internet nous donnera 8,2% d'augmentation du PIB par tête. Également, 10% d'augmentation dans la cybersécurité nous apportera 5,4% d'augmentation du PIB par tête. Et cela montre en effet le besoin que les pays ont de mettre la priorité sur la connectivité des infrastructures, l'accès pour plus de prospérité. Et deuxièmement, il faut aussi que les pays aient une cybersécurité plus avancée, surtout les pays en développement. Et l'UNECA propose des lois sur la sécurité mobile qu'on peut adapter, donc à nos propres lois. L'Union européenne et le Royaume-Uni nous disent qu'ils ont déjà pris des mesures pour la sécurité en ligne et on doit pouvoir adapter cela à notre pays et le parfaire. Merci, Jimson. Je pense qu'il est temps de conclure cette session. Nous aurons un dernier moment de message de conclusion transitoire sur la collaboration, l'IGF, l'avenir du SMSI plus 20. Et je me tourne vers Fabrizia et nous finirons avec Madame la Ministre Tung. Merci. Ma première pensée, c'est d'abord de remercier la Norvège qui a organisé l'IGF. Vous avez eu très peu de temps pour organiser ce forum et le résultat a été transcendant. C'était absolument exceptionnel. Votre organisation était sans faille. Merci infiniment. Sur le processus du SMSI, on a déjà réitéré notre engagement robuste envers ce processus, envers le modèle multipartite qui doit être efficace,
qui doit être inclusif, qui doit se transformer en action, et l'IGF doit avoir des fondations robustes. Il nous faut une cohérence entre les différentes actions du SMSI, du SDD et du GDC. On peut avancer ensemble. Bien sûr, ce ne sera pas toujours facile, mais c'est la beauté d'avoir des voix différentes dans ce monde. Ça nous permettra d'être des pionniers et de pouvoir poursuivre cette expérience. Merci beaucoup, Jimson. Je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit sur notre hôte, parce que ça a été un IGF absolument splendide. Le SMSI est là pour durer. Il a démarré une procédure d'examen et nous attendons à ce que l'IGF soit renouvelé, soit rendu permanent, et nous espérons que les parties prenantes pourront jouer leur rôle, endosser leurs responsabilités, et surtout pour les pays en développement, il nous faut les prendre plus au sérieux, les inclure dans la conversation, et au niveau national ainsi qu'au niveau infranational, eh bien, il faut pouvoir rattraper le chemin qui a déjà été parcouru par les autres. Et il nous faut pour cela la collaboration de toutes les parties prenantes pour pouvoir faire des bonds de géants et rattraper l'avance des autres. Les pays ont toujours pu accueillir l'UGF grâce à des gouvernements qui jouent un rôle de leader, qui s'assurent que l'IGF continue à vivre. Je vous remercie. Merci, Jimson. Curtis? En effet, ça a été une semaine formidable et très réussie. Merci à la Norvège. J'ai passé la semaine à écouter, à contribuer, et une chose me frappe, on ne parle pas seulement de l'avenir, on est aussi en train de façonner les fondations de cet avenir. Et la grande force de l'IGF, c'est de pouvoir coordonner à l'échelle mondiale les différentes parties prenantes. C'est quelque chose de très rare, c'est essentiel et il faut le protéger. Nous, chez l'ICANN, nous ne sommes pas des régulateurs, mais nous nous occupons de ces identifiants uniques, des composants techniques qui fait que l'Internet continue à fonctionner. Et cette collaboration qui est menée par les parties prenantes, ce modèle de gouvernance doit évoluer. L'IGF, c'est la démonstration en pratique de la gouvernance multipartite. Elle doit rester ouverte, mondiale, pour une gouvernance numérique. Nous avons entendu ce qui était discuté auparavant. Il ne faut pas sous-estimer ce que cela exige pour fonctionner, mais on doit vraiment donner le soutien dont l'IGF a besoin pour qu'il puisse réaliser son potentiel. Madame la baronne, merci. Je me fais l'écho des félicitations et des compliments qui ont été adressés à la Norvège. Ça a été exceptionnel. Je vous remercie. On n'est pas surpris de la part des Norvégiens. Nous avons un large groupe de parties prenantes qui a contribué et qui va contribuer à cet examen mondial. Ça nous permettra de montrer ce qu'on représente ici. C'est un groupe tout à fait singulier de personnes, les gouvernements, la société civile, des experts techniques, des entreprises, le monde universitaire, et cela permet de continuer à jouer le rôle important qui est le sien, et je pense ainsi que chacun doit pouvoir participer à cet examen. J'encourage tout le monde à contribuer. Merci, Madame la Ministre. Je vous remercie sincèrement et profondément pour ces louanges que vous avez adressées à la Norvège. C'est vrai que l'IGF a été une réussite, mais cela n'aurait jamais pu réussir sans vous, les parties prenantes. C'est un événement exceptionnel où on peut s'asseoir, où on peut discuter, où on peut s'écouter les uns les autres. Et j'ai énormément apprécié toutes mes discussions.
On a montré au cours des 20 dernières années qu'on peut faire confiance à l'IGF, au modèle multipartite. Et le point de vue de la Norvège, c'est que l'IGF devrait avoir un mandat renforcé, qu'il doit être permanent et que nous soyons capables d'intégrer les différents processus. J'espère tous vous revoir au prochain IGF et la Norvège sera ravie de faire part de ses expériences pour le prochain pays hôte. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu. Merci, Madame la Ministre. C'est vraiment merveilleux lorsque les attentes sont si élevées. Et croyez-moi, elles étaient très élevées envers les Norvégiens. C'est merveilleux de voir que tout a été absolument parfait. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. J'attends avec impatience de pouvoir lire les résumés que préparera le secrétariat de l'IGF avec la Fondation. Également, je regarderai avec attention la transcription de cette session qui a été très riche avec les co-facilitateurs, le secrétaire général adjoint. Je remercie aussi tous les panélistes, tous les participants de vos contributions. C'était une discussion animée. Merci à vous qui étiez donc ici et en ligne. Je vois que pour l'avenir, on a des solutions qui nous sont proposées, des terrains d'entente. Et nous avons sollicité notre imagination pour proposer des solutions. J'aimerais remercier sur ces mots mon panel. Applaudissons-les bien fort. And also thank our audience. Je remercie aussi le public. Merci. I think with this session is adjourned. Thank you. Très bien, cette session est donc close. Je vous remercie.